Je travaille dans un magasin et l'autre jour, il y avait plein de monde. Je me débrouille plutôt bien pour discuter avec les clients, car je travaille Tonji dans le rayon des articles pour adultes, et il faut rendre ça aussi normal que possible pour que les gens se sentent à l'aise, qu'ils puissent s'ouvrir à vous et vous dire ce dont ils ont besoin ou ce qu'ils recherchent. L'éducation fait parfois partie de mon travail, discuter avec des personnes plus âgées aussi, et j'adore pouvoir faire sourire quelqu'un, ou simplement donner plus d'informations sur un produit qu'ils ne connaissent pas, peut-être pas, ou auquel ils n'ont même pas pensé. Ce type était un routier typique. Il venait chercher ses disques vidéo numériques habituels, sans dire grand-chose. Il était facile de deviner qu'il était routier. Ils portent tous des casques et disent donc des choses comme « Mec, je reviens juste de tel endroit ». Comment une fiévo comme toi peut travailler ici? C'était toujours pareil, seule la personne changeait. Je me suis habitué aux petites conversations avec les gens. Il traînait du côté des disques vidéo numériques et quand ma file commençait à diminuer, il est venu à ma caisse pour payer et bien sûr il me parlait de ses projets. Apparemment, il devait rencontrer une femme dans la région de Dallas le lendemain et elle avait un enfant, donc il était un peu sceptique à propos des rencontres en ligne. Il me dit qu'il est à l'ancienne et qu'il veut qu'elle se sente à l'aise pour se rencontrer et tout ça et qu'il irait la voir. Pendant qu'il me parle, je finis enfin de scanner et d'ensacher ces disques vidéo numériques et je pensais que ce serait tout. On a passé une bonne journée et tout le discours que je dis à tout le monde, mais non. Ce type s'est resté debout à mon comptoir sur la plateforme, me parlant pendant que je m'occupais de la file de clients voulant rentrer chez eux. Le gars m'a un peu fait flipper au début parce qu'il semblait me suivre quand j'essayais de faire quelque chose sur la plateforme, comme sortir un article de la vitrine pour un client, où il commençait tout de suite à me parler dès qu'il voyait que je n'étais pas occupé. Finalement, l'alarme « mec louche » se déclenche dans ma tête et j'envoie un message à mon mari qui était à la maison pour lui dire que c'est une urgence. Je commence à flipper et il me dit qu'il arrive, et le gars c'est toujours dans mon magasin à me suivre quoi que je fasse. Je bouge pour faire quelque chose et je compte les minutes dans ma tête jusqu'à ce que mon mari arrive. Finalement, il a compris que j'essayais de le faire partir avec mes réponses d'un mot. Et que je ne bougeais pas de ma place sur la plateforme et il a dit qu'il partait. Il avait garé sa voiture à côté de la mienne. Je précise qu'on a juste un petit parking ordinaire. Mais il s'étend de l'avant du magasin jusqu'au côté du bâtiment. Donc il peut se garer n'importe où. On a des caméras à l'arrière, donc je peux le voir déplacer sa voiture. Sur le côté du bâtiment, en vue de mes voitures, parce que je suis sorti et je l'ai vu partir et j'ai fait semblant d'aller fumer. Et je suis rentré quand je l'ai vu monter dans son véhicule. Finalement, mon mari entre. Il reste 1 heure avant que je termine le travail. Alors je lui demande de rester dans le coin au cas où, et je lui raconte tout ce qui vient de se passer. Et ça ne le perturbe même pas. Je termine le travail et je raconte à mon collègue ce qui s'est passé, et il est plus effrayé que moi. C'est un petit asiatique à la carrure frêle qui semble inoffensif, et je pensais qu'il allait se faire dessus. Je fais monter le mari dans ma voiture et verrouille aussitôt les portes. Je n'attends même pas que mon collègue sorte avant de démarrer en trombe et de partir. J'ai pris un autre chemin pour rentrer chez moi et je vérifiais toutes les quelques minutes que je n'étais pas suivi. Heureusement, aucun de nous n'a revu ce type depuis, mais maintenant j'ai toujours peur d'être trop gentil avec quelqu'un, de peur qu'il se passe quelque chose que je ne souhaite pas. C'est une histoire que ma mère m'a racontée durant toute mon enfance. J'étais vraiment jeune quand c'est arrivé, et je sais avec certitude que c'était avant mes 5 ans. Je n'ai que quelques souvenirs flous de l'événement, surtout parce que ma mère, à l'époque, ne voulait pas m'effrayer. Un peu de contexte. Nous avons de la famille partout dans le pays. Je me souviens avoir passé une grande partie de mon enfance à voyager en voiture entre les États pour visiter la famille. On connaît tous les trucs et astuces pour voyager. Quand j'étais enfant, j'allais parfois enlacer des inconnus et leur dire que je les aimais. J'étais tellement rempli de joie et d'amour que ça débordait un sur les autres. Il n'y avait en fait qu'un seul inconnu auquel je ne me suis pas immédiatement attaché dès que je l'ai vu. Voici cette histoire. Ma mère m'emmenait rendre visite à des proches pendant que mon père restait à la maison avec mes frères. Elle devait aller garder une maison et, en général, elle s'occupait mieux de moi que mon père, donc c'était logique que j'aille avec elle. Nous avons roulé pendant des heures jusqu'à arriver à une aire de repos où nous nous sommes arrêtés pour aller aux toilettes.
Il y avait déjà un homme sur le parking qui, selon ma mère, semblait observer toutes les personnes qui entraient et sortaient là de l'air de repos. Dès notre sortie de voiture, il a fait de même. Ma mère m'a tenu la main et nous sommes allés aux toilettes, mais elle a tout de suite remarqué que j'ai lâché sa main pour attraper son autre main, celle du côté opposé à l'homme. En y repensant, elle m'a dit qu'il était évident que, quelque part dans mon petit cerveau d'enfant, j'avais perçu un signe de danger. J'évitais l'homme autant que possible et j'accélérais le pas vers les toilettes et la voiture. Je n'ai plus jamais fait ça avec un autre inconnu et je n'avais jamais évité un autre adulte de façon aussi flagrante. Nous faisons ce que nous avons à faire et retournons à la voiture, et l'homme était retourné à sa voiture et nous a regardé partir pour ensuite nous suivre jusqu'à sa propre voiture. Ma mère a tout de suite compris ce qui se passait et a essayé de le semer sur l'autoroute. Il ne lâchait pas l'affaire et essayait de se rapprocher le plus possible. Apparemment, pendant qu'elle faisait ça, un chauffeur de poids lourd a remarqué à quel point elle conduisait de façon agitée et étrange, et il a vu qu'elle regardait sans cesse sa voiture. Il a compris ce qui se passait, s'est approché sur le côté et a croisé son regard. Dès lors, ils se sont compris. Il s'est avéré que le chauffeur a appelé les autres routiers par radio et leur a expliqué la situation. De nombreux chauffeurs venant de diverses routes avoisinantes ont convergé vers l'autoroute que nous utilisions. Peu après, des hommes ont bloqué la voiture de l'individu, le piégeant et l'éloignant de ma mère. Et lorsqu'elle a pris une sortie pour quitter l'autoroute et aller à une autre aire de repos, le camionneur d'origine qui nous suivait est sorti de son camion, a parlé avec ma mère et lui a dit qu'il avait compris ce qui se passait, a demandé si nous allions bien, puis il nous a accompagnés jusqu'à un Burger King et nous a offert à manger. Nous avons discuté et il nous a suivis sur la route jusqu'à ce que nous prenions des chemins différents. À ce type qui tentait sûrement de nous prendre ma mère et moi, espérons ne jamais se croiser. Et un immense merci au chauffeur de camion, qui a très probablement sauvé nos vies. Mon beau-père est chauffeur de camion. Quiconque connaît l'autoroute 401 en Ontario sait à quel point elle peut être dangereuse en hiver. Il se dirigeait vers Ottawa après avoir récupéré une cargaison à Toronto, et juste avant Kingston, un autre camion avait fait une embardée environ 10 minutes après Kingston. Le camion a fait une embardée, glissé contre la barrière et s'est renversé. La circulation était dense mais avancée. Les voitures derrière le camion n'ont pas eu le temps de s'arrêter, et 14 ou 15 fourgonnettes et pick-up sont entrés dans le premier accident à pleine vitesse. Mon beau-père était quelques véhicules derrière, mais il a vu l'accident initial et a appuyé de toutes ses forces sur les freins pneumatiques. Heureusement, il avait la distance nécessaire pour arrêter le camion, et sa cargaison était lourde, mais pas assez pour que le camion continue à avancer. Environ 10 à 15 minutes passent. Les premiers intervenants arrivent sur les lieux, inspectent l'accident et essaient de trouver comment accéder à la victime toujours coincée. Mon beau-père a toujours insisté sur un détail précis concernant la sécurité dans un véhicule en cas de situation comme celle-ci. Restez dans la voiture à moins qu'il n'y ait un danger immédiat avec vous ou que vous voyez quelqu'un ayant un besoin urgent. Attendez l'arrivée du premier intervenant, sauf si vous êtes blessé et avez un chemin dégagé hors de la route. Il gare son camion au ralenti à une dizaine de mètres du lieu de l'accident. Et il voit une femme dont la voiture se trouve à peu près au milieu du carambolage ouvrir lentement la portière et sortir en titubant de sa voiture accidentée. Elle a l'air désorientée et avance clairement comme si elle était confuse et ne comprenait pas ce qui se passe. Il a un moment de panique et ouvre la portière, prêt à courir pour aller la chercher. Elle titube vers le terre-plein central, pas vers la bande d'arrêt d'urgence, et il s'inquiète de la voir s'aventurer sur l'autre voie de l'autoroute. Alors qu'il descend sur les marchepieds, il entend un klaxon d'air tiré à plusieurs reprises. Il saute à l'intérieur et referme sa portière derrière lui, alors qu'un autre poids lourd fonce droit sur l'accident. Le gars a heurté plus que du verglas, et le poids de sa cargaison ainsi que l'élan ont entraîné le camion vers le terre-plein central. La femme était arrivée à un point où elle se trouvait entre le camion et le terre-plein central. Mon beau-père a vu une femme à laquelle il s'apprêtait à courir pour la tirer de la route, se faire couper en deux.
En mars dernier, ma sœur et moi allions à l'aéroport pour notre vol de 6 heures du matin vers Orlando, en Floride, pour visiter Universal Studios. Cet incident s'est produit entre 3 heures et 3h30 du matin. Nous roulions sur l'autoroute lorsque nous sommes arrivés derrière un semi-remorque. Le semi-remorque suit le rythme de la circulation, alors ma sœur décide de ne pas le dépasser, sachant que je déteste vraiment être à côté des gros camions, parce qu'ils me font peur. Ma famille a déjà eu quelques frayeurs avec eux et j'ai personnellement connu des gens qui ont perdu des proches dans des accidents horribles impliquant des camions. Rester derrière le camion ne posait pas de problème un certain temps. J'ai dit qu'il suivait le flux de la circulation et que tout allait bien, mais au bout d'environ 20 minutes, le conducteur a commencé à faire quelque chose de bizarre. Le camion commence à freiner ou à dévier vers la voie d'à côté. Il n'y avait littéralement rien devant le camion et il n'y avait pas de tempête. C'était une nuit nuageuse mais sans vent. Nous ne suivions pas le camion de très près, mais après ça, ma sœur a encore ralenti. Assez vite, nous nous sommes retrouvés loin du reste de la circulation. Il n'y avait plus que nous et le camion. Il continuait à freiner de façon aléatoire, puis soudain il a dévié de sa voie et a roulé sur les bandes rugueuses. Là, je me suis dit « Peux-tu dépasser ce camion ?» Son comportement est étrange. Ma sœur essaie d'accord avec moi et commence à accélérer pour dépasser rapidement le camion. Et au moment où elle met son clignotant et change de voie, le camion accélère un peu. Ma sœur ne se laisse pas décourager et appuie simplement sur l'accélérateur. Quand on arrive à hauteur de la cabine du camion, le conducteur klaxonne longuement, commence à faire des appels de phare, accélère encore plus et commence à dévier vers notre voie. Ma sœur appuie à fond sur l'accélérateur et parvient à passer devant, même si on a été forcé de rouler sur les bandes rugueuses pour éviter que le camion ne nous percute sur le côté. Elle continue d'accélérer et, une fois qu'on est bien devant, elle se rabat et commence à ralentir, mais là elle dit « Sérieusement, c'est quoi le problème de ce camion ?» Je regarde dans le rétroviseur latéral et le camion fonce pour essayer de nous rattraper. Ma sœur accélère de nouveau et dépasse les 135 km/h et on commence enfin à distancer le camion alors que la limitation de vitesse est de 105 pour les camions et 110 pour les voitures. On rattrape la circulation qui nous avait dépassé avec le camion et à partir de là, nous pouvons ralentir un peu plus. Mais comme le camion gagnait de la vitesse sur nous, nous les avons dépassés et quand le camion a rattrapé la circulation, il a beaucoup ralenti et nous avons pu le semer. Quand je raconte cette histoire, les gens me disent toujours « on dirait un cas de rage au volant ». Honnêtement, je ne sais pas ce que ma sœur et moi avons fait pour énerver ce type dans cette situation. Mais je sais que ce routier a rendu ma paranoïa envers les poids lourds encore pire. C'est arrivé il y a environ 2 ans. J'avais 16 ans et ma famille elle était en route pour le Mexique. Le but principal du voyage était que mon grand-père rencontre mon petit frère, qui avait environ 7 ans à l'époque. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, les routes au Mexique, une fois que vous avez passé la frontière à Laredo, vous prenez soit l'autoroute, soit la route à péage. L'autoroute, c'est un billet direct pour se faire éjecter de la route et tomber d'une montagne, littéralement. La route n'est pas large, et les gros camions tiennent à peine dans leur propre voie, comme s'ils respectaient sans seule la ligne jaune au milieu. Les routes à péage sont censées être l'alternative la plus sûre. Vous payez un certain montant selon votre véhicule à différents endroits, et il est censé y avoir des policiers fédéraux le long de l'autoroute. Environ 4 heures avant d'arriver dans la ville natale de mon père, nous sommes arrivés près d'un pont où il y avait beaucoup de circulation, ce qui était étrange puisque le reste de la route n'avait pas été aussi encombré. Étant originaire des États-Unis, nous avons trouvé étrange que certains véhicules roulent sur la ligne blanche du côté droit de chaque voie, sur la bande d'arrêt d'urgence. Mon père, le conducteur, a supposé que c'était pour permettre le dépassement. Gardez à l'esprit que nous n'avions jamais conduit seuls jusqu'au Mexique et que cela faisait plus de 8 ans que nous n'y étions pas allés. Il y avait un poids lourd, probablement un 18 ou 26 rouchons devant nous. C'était comme ces camions FedEx qui tirent 2 petites remorques en même temps, mais celui-ci en tirait 3 de taille normale. Il avançait très lentement, causant des embouteillages sur la voie de droite.
Comme il roulait sur la bande d'arrêt d'urgence, mon père a décidé de le dépasser. Il pouvait encore le faire sans franchir la ligne jaune et aller sur la voie en sens inverse. Nous avons remarqué que les autres voitures agissaient pas différemment, mais n'y avons pas vraiment prêté attention. Au bout d'un moment, j'ai regardé de nouveau par la fenêtre, essayant de prendre une photo du coucher de soleil. C'est à ce moment-là que j'ai vu le même camion foncer vers nous à toute vitesse. Je suis resté figé de peur en voyant ce gigantesque camion foncer sur nous. Mes frères ont remarqué que je regardais par la fenêtre et que je me retournais. Mon petit frère, qui avait 13 ans, a crié à mon père qu'il devait bouger. Comme si les choses ne pouvaient pas empirer, il y avait des embouteillages tant sur la voie en face, donc il était impossible de dépasser le véhicule devant nous. Ma mère a commencé à paniquer, son anxiété, alors non diagnostiquée, l'a gagnée, et elle se retournait sans cesse sur son siège en criant à mon père que le camion ne semblait pas ralentir. Mon père a réussi à la calmer, et nous avons refusé de regarder en arrière pour ne pas alimenter l'anxiété. 3 minutes plus tard, mon frère de 7 ans a regardé en arrière et a dit que le camion nous collait, qu'il nous faisait des appels de phare et que le bras du conducteur était dehors, nous faisant un doigt d'honneur et nous faisant signe de nous arrêter. Comme par miracle, la circulation se dégageait à une sortie et mon père a réussi à laisser le camion derrière nous. Mais 30 à 40 minutes plus tard, ce même camion nous a dépassés à toute vitesse alors que nous montions une côte. Il a klaxonné bruyamment et s'est remis dans la bonne voie alors qu'une petite voiture blanche arrivait au sommet de la colline. Encore aujourd'hui, j'ai des frissons en pensant à ce qui aurait pu arriver si mon père s'était arrêté. Je suis facteur. Je sais, super intéressant, n'est-ce pas? Tu serais étonné par toutes les choses étranges qui nous arrivent. Il m'est déjà arrivé que des gens me suivent pendant que je fais des livraisons et essaient donc de monter dans mon véhicule de livraison pour voler des trucs. Une cliente a déjà vomi sur ma voiture après avoir ouvert un colis que son mari lui avait envoyé et qui était en fait destiné à sa maîtresse. J'ai déjà livré des jouets pour adultes qui sont tombés de leur emballage fragile. Et j'ai vu des gens le faire près de mes itinéraires les plus isolés. Et ils ne se sont même pas arrêtés en me voyant. C'est le genre de choses qui nous arrive souvent, à nous les transporteurs sous contrat. Pour ceux qui ne le savent pas, les transporteurs sous contrat sont des facteurs qui achètent un contrat pour une tournée de distribution de courrier, généralement dans une zone rurale, d'après ce que j'ai compris. Les véhicules postaux sophistiqués ne peuvent pas les emprunter, alors nous utilisons nos propres véhicules pour distribuer le courrier, et nous sommes payés mensuellement en fonction du type de tournée, de la durée de la tournée, des tâches quotidiennes et de ce que la Poste considère comme équitable. Techniquement, nous sommes travailleurs indépendants, mais nous devons quand même respecter les règles de la Poste, et nous devons obtenir une certification rien que pour manipuler le courrier. Mais bien sûr, étant donné les zones dans lesquelles nous nous trouvons la plupart du temps. Ce genre de choses bizarres dont j'ai parlé arrive tout le temps. Ces choses me sont arrivées quand j'étais sous-traitant, quelqu'un qui travaille pour un titulaire de contrat, mais qui ne possède en aucun cas la tournée. J'étais payé par la personne qui possède la tournée, de sa propre poche. Maintenant, cependant, je suis pour la première fois le propriétaire quelque peu mécontent d'un contrat de tournée de 10 ans. Je détiens ce contrat depuis environ 7 mois. C'est un boulot plutôt facile. La préparation et le tri du courrier à livrer prennent environ 2h30, et la distribution prend 3 à 4 heures lors d'une bonne journée. 5 à 6 heures les jours vraiment chargés. Je n'ai pas hâte de voir comment ça va se passer pendant les fêtes sur cette tournée. Le truc, c'est que, avant d'obtenir le contrat, j'ignorais sur quoi j'enchérissais. La façon dont quelqu'un obtient un contrat, c'est qu'il fait une offre pour l'avoir. L'offrant proposera un montant équivalent à un mois de salaire qu'il juge approximativement juste pour la tournée concernée. La Poste et les détenteurs d'offres décident ensuite, selon leur très sage avis, quel montant est le plus juste pour la tournée, et ils l'attribuent à celui qui a proposé ce montant. J'ai eu la chance de l'obtenir, donc je touche un sacré bon salaire que j'ai techniquement choisi moi-même. Tout ce que je sais des tournées, c'est qu'elles descendaient dans la vallée. Je vis dans une toute petite ville désertique, avec quelques très petites communautés périphériques très étendues. Ces zones périphériques sont celles où la majorité de nos itinéraires de contrats de bureau livrent.
Ma tournée couvre 25 miles autour de la ville, vers de nombreuses petites propriétés de ranch dans les zones les plus proches et quelques propriétés isolées et dispersées dans les zones les plus éloignées. Il y a beaucoup de collines et les routes en terre où je vais, il est très facile de s'y perdre si on ne sait pas où l'on va. Il y a une zone en particulier qui traverse une petite forêt nichée entre un groupe aléatoire de collines menant vers la route nationale. Ce n'est pas une forêt de conifères ou similaire. C'est la définition la plus proche que je puisse donner. Il n'y a pas vraiment d'arbres, mais plutôt d'énormes buissons qui se serrent très près les uns des autres de chaque côté de la route vers la fin du trajet, mais ça représente une bonne partie des adresses de mes clients. Quand je me formais, l'ancien propriétaire de la tournée, appelé Jim, m'a fait un résumé des personnes qui vivent sur la tournée. Il y a beaucoup de propriétaires de ranch, bien sûr, et ce sont eux qui reçoivent le plus de colis. Cela ne me surprend pas, puisque ce sont les personnes les plus riches du coin. Bien sûr, nous appelons cette section les ranchs. Il y a les personnes âgées retraitées qui vivent dans une petite communauté de retraités installée par la ville là-bas. C'est assez dispersé comme une toute petite ville à eux seuls. C'est la zone avec le deuxième plus grand nombre de colis, beaucoup d'achats aléatoires et parfois des cadeaux de la part de proches. On appelle cette zone les maisons de retraite. Ce sont les clients à qui je parle le plus. Il y a ceux de la périphérie, comme disait Jim. Il y a les gens qui vivent tellement loin de tout que la plupart du temps, on ne leur livre même pas de colis. En règle générale, nous n'avons pas le droit de livrer des colis à une maison si elle se trouve à plus de 5 km de la boîte aux lettres. La plupart d'entre eux vivent à environ 8 ou 9 km des boîtes, et leurs boîtes y sont alignées ou regroupées, comme nous les appelons, sur le bord de la route. Par courtoisie envers ces clients, je leur demande de me donner leur numéro de téléphone pour que je puisse les appeler s'ils ont un colis, et ils peuvent se me retrouver à la boîte. La plupart d'entre eux n'y voient pas d'inconvénient et je leur en suis reconnaissant, car beaucoup de ces routes sont dangereuses. Une fois, j'ai voulu être gentil et livrer un colis à l'un d'eux, et je suis resté coincé, incapable de bouger ma voiture, pendant presque 4 heures car j'ai perdu le réseau. Finalement, ils m'ont retrouvé, et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont enfin donné leur numéro. Cependant, peu de colisos sont livrés dans cette partie de la tournée. Et ensuite, c'est ce que Jim appelait la ville fantôme. Ce n'est pas vraiment une ville à proprement parler, mais plutôt des maisons isolées comme dans la zone précédente. Mais ceux-là sont plus proches de la route, et ce sont eux qui vivent dans la forêt dont j'ai parlé auparavant. Il l'a appelée la ville fantôme pour une bonne raison. Ces gens ne sont jamais chez eux, car la plupart sont des migrateurs, ou alors ceux qui y sont vraiment bizarres. Il y a quelques maisons là-bas qui sont généralement vides, mais où il se passe beaucoup de choses. Pour les histoires que je vais vous raconter, 3 maisons sont concernées. 2 d'entre elles se trouvent dans la ville fantôme, l'autre se situe en périphérie et celle-là est la pire. Il y en a d'autres honnêtement, mais celles-ci sont de loin les plus intéressantes en termes d'histoire et de ce qui s'est passé. Numéro 1. Le groupe Bailey. Le groupe Bailey est un ensemble de maisons dans la ville fantôme qui appartient à une seule famille portant le nom de Bailey. Les boîtes aux lettres sont toutes regroupées du même côté de la route, contre certains de ces grands buissons dans la forêt. Juste avant les boîtes aux lettres, il y en a 4 au total. C'est un petit chemin de terre qui mène à leur propriété. La route entière doit faire environ 1,20 m de large. C'est l'impression que ça donne quand on monte, parce que les buissons de chaque côté frottent contre les côtés de ma voiture. J'ai eu plus que quelques éraflures à cause d'eux. J'ai demandé qu'ils taillent les buissons, mais ils ne le font jamais, alors j'ai abandonné. Quand on arrive à la propriété, on est accueilli par un grand portail en fer rouillé de 6 pieds de haut, avec le nom Bailey façonné à partir de fer, à cheval tordu et de tuyaux soudés sur le dessus. En général, si le portail est fermé, on ne doit pas tenter de l'ouvrir pour entrer avec son véhicule. Nous ne sommes pas vraiment censés entrer à pied si le portail est fermé non plus, à moins que le client ne nous ait dit que c'était bon. Pour les Bailey, je descends de la voiture et je porte leur colis à travers le portail jusqu'à la première maison, qui n'est pas loin du portail. Je dois préciser maintenant que je n'ai jamais rencontré ces personnes en personne.
Je leur ai parlé au téléphone et je suis allé sur leur propriété. Mais je n'ai jamais vu ni l'ombre ni le moindre signe d'eux. Il y a un total de 10 personnes à cette adresse et leur courrier est réparti comme si leur maison était ensemble dans un parc de caravanes. Par exemple, l'un d'eux reçoit son courrier au 111, chemin de la ville fantôme mobile 1, petite ville du désert, blablabla, et l'autre personne, numéro 2, numéro 3, numéro 4, et ainsi de suite. À chaque fois que j'apporte le colis, je le laisse simplement à la première maison. Une fois que vous passez leur portail, vous devez marcher un peu en montée et vous pouvez voir le toit vert bleu de la première maison qui dépasse de la colline pendant que vous avancez. Et quand vous vous rapprochez, il devient évident pourquoi cet endroit est si dérangeant. Des clowns. Ces gens adorent les clowns. On y trouve des statues et peintures de clowns, ainsi que des mobiles et carillons avant. Vous le nommez, il y a un clown dessus. Ils ont même des poupées de clowns dispersées un peu partout. Elles sont toutes usées et élimées, à force de rester sous le soleil brûlant du désert. Aucune n'a l'air sympathique. Des animaux ont probablement élu domicile dans certaines d'entre elles. Certaines sont assez grandes pour abriter une petite famille d'écureuils. Ce n'est pas encore bizarre, mais ça va venir, promis. Mais tu dois admettre que c'est plus qu'un peu étrange. La première maison est une simple caravane, simple largeur, avec un toit peint d'un vert sarcelle vif. Toutes les fenêtres ont des autocollants de clowns. De petits visages de clowns qui semblent tout droit sortis d'un vieux livre de coloriage, colorié à la main et tout. À une extrémité de l'endroit se trouve le porche, pas très grand, qui dépasse d'environ 2 mètres. Il y a de petits auvents, avec des dizaines de clowns, de carillons et de capteurs de soleil suspendus, formant presque un rideau tant ils sont regroupés. Un fauteuil à bascule se trouve sur le porche. Ce fauteuil est peint comme un clown. Les patins courbés sont peints en rouge. Les pieds qui les reliaient au fauteuil sont jaunes avec des pois rouges. L'assise et les accoudoirs sont blancs. Le dossier est blanc, avec 3 gros points rouges peints dessus, comme des pompons sur la chemise d'un clown. La partie supérieure du dossier porte un visage de clown. Mettez tout cela ensemble, et c'est un cauchemar. C'est sur ce fauteuil qu'on me demande de laisser les colis. Et je le fais, mais je n'oublierai jamais la première fois que je les ai laissés là. Il y avait 4 boîtes pour eux, numéro 1. Et le reste pour le numéro 3. J'ai appelé à l'avance pour leur dire que je les apporterai là-bas et que j'y serai dans environ 3 heures. Comme ils sont vers la fin de la tournée, il faut plus de temps pour les atteindre. Et on me dit toujours, par celle que je suppose être leur matriarche, de les laisser, sur ce fauteuil. Je n'étais jamais monté sur leur propriété à ce moment-là. Je livrais depuis environ 1 mois, mais je n'avais eu jusque-là que du courrier et de petits colis qui entrèrent dans leur boîte. Donc quand je suis monté là-haut pour la première fois, voir leur petit groupe de clowns était un peu angoissant, pour ne pas dire plus, car j'ai eu une peur bleue des clowns et ce, depuis mon enfance. Mais ça c'est une histoire pour une autre fois. Je me suis faufilé jusqu'à la première maison et j'ai observé les alentours. C'était tellement isolé et étrange, j'avais l'impression que chaque clown autour de moi me regardait. J'ai posé les boîtes sur les chaises en un petit tas bien rangé, puis je me suis assis sur les chaises pour les empêcher de bouger, afin que les boîtes ne tombent même pas. Une fois tout immobile, je me suis retourné et ai tenté de partir vite. C'est le grincement qui m'a arrêté. Je me suis figé et j'ai écouté, sachant très bien ce que c'était. Je me suis retourné et c'est sûr, cette chaise se balançait, et pas qu'un peu, assez pour faire tomber une des boîtes sur le porche. C'était comme si quelqu'un l'avait délibérément tirée complètement en arrière et l'avait poussée vers les rochers aussi violemment que possible. Je n'ai pas hésité. J'ai couru et fui les lieux le plus rapidement possible. Je ne reste pas après ça. Une autre fois, j'avais un colis pour eux et j'ai failli le signaler par protestation, mais j'ai rappelé et on m'a demandé de le laisser sur la chaise. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué qu'on aurait dit que personne n'était là. J'y étais allé une 12aine de fois à ce moment-là et je me souviens être resté debout en haut de la colline près du portail, à regarder autour de moi en me demandant « Où est tout le monde ?» D'après leur courrier, il y a au moins quelques enfants qui vivent là, et ce jour-là, quand j'y étais, c'était en plein été. Pourquoi les enfants ne jouaient-ils pas dehors? Pourquoi n'ai-je jamais vu personne? La 2e et la 3e maison sont un peu éloignées de la première maison. Je pense qu'il faudrait environ 5 minutes à pied pour y arriver, mais on peut bien les voir.
Les rideaux sont toujours ouverts, mais je ne vois jamais personne à l'intérieur. La 4e maison est la plus éloignée, tout en haut de la colline. Ils ont construit une grande baie vitrée face au portail. Là aussi, les rideaux sont toujours ouverts, mais je n'ai jamais vu personne là-bas. Le plus étrange, c'est que leurs véhicules sont toujours là. Ils ne bougent jamais. Ce sont 2 vieux camions, un véhicule utilitaire sport relativement récent et un vieux break. Le break a l'air délabré, mais les autres semblent bien entretenus et toujours propres. Une fois, j'avais ceint un colis et j'ai remarqué qu'il n'y avait jamais personne aux alentours. Par curiosité, j'ai appelé la femme comme je le fais toujours en livrant des colis. Je me suis dit que j'allais simplement lui dire que je voulais m'assurer que quelqu'un reviendrait bientôt pour récupérer le colis, car il y a beaucoup de vols dans le coin. C'est souvent le cas sur les itinéraires plus isolés. Tu serais surpris de voir à quel point c'est plus courant là-bas qu'en ville. J'ai entendu un téléphone sonner dans la maison voisine. Depuis le porche, je peux regarder par la fenêtre derrière le fauteuil à bascule maléfique. C'était proche le téléphone qui sonnait, et je voulais voir quelqu'un le décrocher. Je me suis faufilé derrière le fauteuil et j'ai regardé à l'intérieur. Je n'avais jamais regardé à l'intérieur auparavant. Encore plus de clowns, bien sûr, et même des clowns sur le canapé et les coussins aussi. Sur une table d'appoint, visible depuis la fenêtre, je pouvais voir le téléphone portable allumé avec Dame Yitr, dame masculine, comme identification de l'appelant. Personne n'a répondu. Mais après mon départ, elle m'a rappelé. Elle a mis environ 5 minutes avant de le faire. Je lui ai juste dit que je voulais m'assurer que quelqu'un était à la maison et elle a dit que quelqu'un est toujours là. D'après Jim, il n'a jamais vu personne là-bas non plus. La 3e et dernière chose la plus intéressante qui soit jamais arrivée au groupe Bailey s'est produite le mois dernier. J'ai reçu une très grande boîte pour eux, nécessitant un diable pour la transporter. J'ai appelé avant même de quitter le bureau de poste pour les prévenir, et la dame à qui je parlais toujours m'a dit qu'elle demanderait à son fils aîné de m'aider. J'ai finalement décidé de rencontrer l'un d'entre eux. Ça devrait bien se passer, non ? J'arrive, c'est mon dernier colis, et ensuite je suis libre d'enchaîner rapidement les 50 boîtes ou plus qu'il me reste après eux. J'ai un total de 670 colis sur ma tournée. Je vais à l'arrière, je sors le diable, je fais glisser le colis dessus, et je commence à le tirer jusqu'au portail. Je regarde autour de moi. Personne ne m'a accueilli, bien sûr. La dame m'a dit qu'il m'attendrait sur le porche de la première maison, et que quand il me verrait, il descendrait pour mes draps. On peut très bien voir le portail depuis le porche, mais je n'ai jamais vraiment pu voir ma voiture depuis là, alors j'ai klaxonné au cas où il ne me verrait pas non plus. Personne n'est descendu. Après 5 minutes d'attente, j'ai décidé de le monter moi-même. Monter la colline avec la boîte pesant environ 35 kg a été difficile, même si j'ignorais son contenu. La Poste a une limite de poids de 32 kg que beaucoup d'entreprises essaient d'en détendre à 35 ou même 36 kg. D'habitude, ils passaient par United Parcel Service, mais parfois ils échappaient en à la vigilance et arrivaient de chance chez nous. J'arrive à la première maison, elle est vide. Je regarde autour de moi et, comme toujours, je suis seul avec des poupées de clowns qui me fixent du regard. Je fais monter la boîte sur les chaises avec le diable et je la cale contre la rambarde à côté du fauteuil à bascule. Elle est trop grande pour s'y asseoir, alors je vais vers ma voiture. C'est à ce moment-là que j'entends un « merci » derrière mes mains. Dory Demons. C'est une voix d'homme. Je remonte rapidement la colline et non seulement il n'y a plus personne, mais la boîte a disparu du porche. Tout cela s'est passé en 10 secondes. Je n'avais même pas fini de descendre la colline. La descente est plus rapide que la montée. Je regarde par la fenêtre partout, sans voir âme qui vive. Je déteste aller au Cluster Bailey, et j'y vais souvent au final. Numéro 2. La maison du sang. Cet endroit, c'est celui qui me fout le plus la trouille. Pendant que je m'entraînais, Jim m'a parlé de cet endroit. C'est un autre endroit pour les migrateurs, où les gens ne vivent ici qu'entre octobre et mars. Ils étaient là quand j'ai commencé, et ils sont revenus au début de ce mois-ci. Un couple adorable que j'apprécie énormément, mais j'ignore la raison de leur présence ici. Jim m'a dit qu'au début des années 90, quand il a commencé à travailler à la Poste, le gars qui faisait les tournées avant lui a raconté l'histoire. D'après lui, il y avait une famille de 5 personnes qui vivaient là,
Ils étaient tous complètement fous. La mère était schizophrène et apparemment, elle maltraitait les enfants à cause des voix qu'elle entendait. Le père ne valait pas mieux. C'était un ivrogne paresseux qui ne faisait rien pendant que sa femme maltraitait les enfants. Une nuit, l'aîné de 18 ans, lassé de leur éducation, a tenté de fuir avec sa fratrie. La mère a essayé de les arrêter et l'enfant a finalement craqué. Il a tué ses parents et a peint les murs avec leur sang. L'incident l'a changé, et tandis que ses frères et sœurs s'échappaient, il est resté dans la maison avec les cadavres de ses parents jusqu'à ce qu'il finisse par se trancher la gorge et tente de peindre le sol avec son propre sang avant de succomber à sa perte de sang et de mourir lui-même. Ils n'ont pas été retrouvés pendant des mois. L'endroit a été vidé, démoli puis reconstruit, et l'homme qui a bâti la nouvelle maison a été poussé à la peindre en rouge. Ce n'est pas un rouge criard, mais c'est trop rouge si tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas de longue allée menant à cet endroit. La maison est située juste au bout de la route, à la fin de la ville fantôme. La fin est littéralement une impasse. Et ils sont juste là, à l'extrémité, là où le panneau te dit de faire demi-tour. Les propriétaires actuels, appelons-les simplement Monsieur et Madame Gentil, parce qu'ils sont gentils, et je ne suis pas très créatif, m'ont raconté d'innombrables histoires d'horreur sur la vie là-bas. Parfois, je pense qu'ils en tirent une sorte de plaisir malsain. Quand ils ne sont pas là, je transfère tout, mais je dois toujours passer devant leur maison pour atteindre l'endroit où je peux y faire demi-tour, et leurs voisins ont toujours du courrier, donc je dois passer par là quoi qu'il arrive. J'ai vu des trucs vraiment bizarres, les Brondédars là-bas, mais chaque fois que je passe devant la maison du sang, j'ai juste ce terrible sentiment d'angoisse. Chaque fois que je devais leur livrer des colis, je sortais de la voiture et je restais juste au bord de l'allée. C'est comme si je me tenais au bord d'une falaise. C'est comme si j'envahissais leur propriété. C'est comme sauter vers ma perte. C'est terriblement déstabilisant. Je ne comprends pas comment ils font pour rester là aussi longtemps. Je veux dire, ils partent en 6 mois par an, donc j'imagine que pour eux, ça ne doit pas être si terrible. Mais si moi je ressens ça juste en livrant des colis de temps en temps, je ne sais pas. Ça n'a tout simplement pas de sens pour moi. Madame Nice m'a dit de toujours surveiller la 3e fenêtre de la rangée à partir de la gauche, parce que c'est là que le fils est devenu fou, et c'est là qu'il aime s'asseoir. Elle l'appelle Tommy, même si ce n'est pas son vrai nom. Mais elle trouve que ça lui va bien. Elle en parle comme de son propre fils. Je pense qu'elle a pitié de lui. Elle croit que son âme est piégée à cause de toutes les choses trop terribles qu'il a faites. Quand elle me l'a dit pour la première fois, ma réaction a été « Non merci ». Mais un jour, la tentation a été plus forte que moi et j'ai regardé. Quand tu es à leur boîte aux lettres, tu peux voir à travers toutes leurs fenêtres. La maison est longue, de plein pied, avec 6 fenêtres, 3 de chaque côté de la petite porte d'entrée. Bien sûr, la maison est rouge, donc avec les bordures et la porte toute blanche. La fenêtre en question est celle qui se trouve juste à côté de la porte d'entrée, à gauche. Alors j'ai regardé à l'intérieur et je n'en ai pas cru mes yeux. Je n'ai pas vu d'apparition complète ou autre chose similaire. Mais j'ai clairement vu un visage. Et il avait l'air tellement angoissé. Comme les masques joyeux et tristes que l'on voit pour le drame et le théâtre. On aurait dit le masque triste juste figé. J'ai cligné des yeux et le visage avait soudainement disparu, et le rideau qui était ouvert était maintenant fermé. Une autre fois, je suis monté déposer un colis devant la porte de la maison. Le gentil couple était absent ce jour-là. Leur camionnette était partie, alors j'ai décidé de déposer le colis à l'arrière et de laisser un mot dans leur boîte pour les prévenir, puisque je n'avais pas leur numéro à ce moment-là. Quand je suis passé à l'arrière, j'ai mis le colis par-dessus la petite clôture dans le jardin. Une fois que je l'ai fait, je me suis retourné et j'ai senti que je rentrais dans quelqu'un. Mais il n'y avait rien devant moi. Rien d'autre que de l'air. Mais je jure que j'ai senti que quelqu'un était devant moi. Je ne voulais pas avancer. C'était comme si un mur invisible s'était dressé devant moi. Et même si je ne pouvais pas le voir, je savais que si j'allais plus loin, je me ferais mal. Je me sentais juste oppressé et étrange. En fait, je suis rentré dans la maison en reculant et j'ai longé le mur jusqu'à l'avant, et quelle que soit la force invisible qui était là, j'avais l'impression qu'elle me suivait. En fait, j'ai commencé à pleurer,
parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui se pressait contre moi pendant que j'avançais, comme s'il essayait de me repousser. Une fois au bord de la maison, j'ai couru jusqu'à la voiture et suis parti à toute vitesse, pleurant presque tout le trajet retour, parce que c'était tellement terrifiant. Quand j'en ai parlé à Madame Nice la prochaine fois que je l'ai vue, elle a dit que Tommy aimait faire ça. Il essaye d'intimider les gens. Il semble qu'il fasse ça constamment à Monsieur Nice. Environ la 3e semaine après que les Nice soient partis dans leur maison d'été, je suis passé devant la maison et j'aurais juré avoir vu quelqu'un debout près de la boîte aux lettres. Mais ce n'était pas solide, c'était comme un contour flou d'une personne, et quand je me suis approché en passant, la tête semblait tourner avec moi pendant que je conduisais, me regardant. Je n'aime pas passer devant la maison. Je suis content qu'ils soient de retour pour l'hiver. Ça me rassure un peu de savoir qu'ils sont là, mais je n'aime toujours pas l'idée de leur livrer des colis, car je ne veux pas être près de Tommy. Et bien sûr, j'ai gardé la pire maison pour la fin, la maison de la colline à des yeux. Je déteste cette maison. Ce n'est pas celle qui est dans la ville fantôme, elle se trouve dans la section juste avant, en périphérie. Ce sont des maisons tellement isolées qu'en général, on ne leur livre pas de colis parce qu'elles sont trop éloignées. Mais cette maison fait exception parce qu'elle est à moins d'1 mile du groupe de boîtes aux lettres. Ils reçoivent leur courrier là-bas. Ces gens ne sont jamais chez eux. Selon Jim, ils sont très impolis et hostiles. Il m'a dit d'aller directement à leur portail et, s'ils ont un colis, d'apporter toujours le courrier avec, sinon ils appelleront pour se plaindre. Laisse le colis dans le panier accroché à leur clôture avec leur courrier attaché avec un élastique, puis part. Il a dit de ne jamais traîner là-bas. Il m'a dit que si je le faisais, ils devenaient hostiles. Je suis les ordres, mais ils sont rarement à la maison, heureusement. Mais il y a quelque chose. Je sais que ça sonne cliché, mais c'est vrai. Je ne connais pas l'histoire de l'endroit en lui-même, juste que ces gens sont apparemment les plus gros connards du monde. 2 hommes vivant là-bas, des frères d'après ce que Jim m'a dit. Ils tiennent une petite ferme de poulets et apportent tout le temps leurs œufs au magasin d'alimentation en ville pour les vendre. Il n'est pas rare de voir leurs poulets se promener sur les routes qui mènent à la maison. La route elle-même est à peine une route. C'est plutôt comme un petit sentier chaotique, mais c'est le seul moyen d'y accéder. Et je sais que je l'ai déjà dit, mais bon sang, je déteste y aller. Je l'appelle la maison des collines ont des yeux, parce qu'elle est située entre 2 grandes collines, et de très loin, les collines ressemblent à des yeux et la maison ressemble à sa bouche. Et puis la façon dont l'endroit est, on dirait, vraiment quelque chose sorti du film « Les collines ont des yeux ». Il y a du matériel de boucherie partout, des couteaux ensanglantés, des couperets, des chaînes et des crochets. Ils ont aussi des vaches, mais je pense qu'ils gardent la viande pour eux. L'odeur est tout simplement atroce, ça sent toujours la mort. Honnêtement, ça ne me surprendrait pas que ces types aient déjà commis un meurtre là-bas et qu'ils ne découpent que des vaches. Quand ils l'ont fait, quand on le saura, c'était pour trouver des excuses à la puanteur de la mort. À chaque fois que j'y vais, il se passe quelque chose. J'y suis allé 6 fois pour livrer des colis, alors je vais raconter chaque incident. La première fois, c'était environ 3 mois après que j'ai commencé à livrer. J'ai fait ce qu'on m'avait dit, j'ai enveloppé le courrier dans un élastique et je suis parti vers la maison. Ça prend bien 3 ou 4 minutes, il y a un virage et c'est là qu'on voit les 2 autres collines entre lesquelles la maison était posée. La maison principale a une clôture autour avec un portail, mais toute la propriété a une clôture extérieure sans portail par laquelle je passe. Devant le portail, l'endroit semble beaucoup plus petit qu'en réalité, étant rempli de bric-à-brac. Tout le matériel de boucherie, des sculptures en métal aléatoires, plein de meubles usés, des ordures, quelques crânes de vaches par-ci par-là, et puis la maison elle-même. La maison, c'est juste une petite caravane qui a été cimentée au sol, donc elle n'est plus mobile. Une rampe de fortune, qui fait aussi office de porche, est appuyée contre la porte et mène jusqu'au portail. C'est ici que se trouve le panier pour les colis. Autour de cette zone clôturée, il y a des poulaillers et d'autres enclos pour les animaux. Ça sent mauvais, c'est bizarre et inquiétant par là. J'ai juste jeté le colis et le courrier dans le panier et je me suis retourné pour partir. Je ne voulais vraiment pas rester.
Quand je suis arrivé à ma voiture, j'ai regardé dans mon rétroviseur et j'ai vu un homme debout derrière ma voiture, mais quand j'ai passé la tête pour lui demander de bouger, il n'y avait personne. Évidemment, je ne voulais pas rester une seconde de plus. Le deuxième incident s'est produit en fin d'après-midi. C'était encore une journée très chargée et je n'avais pas envie d'y aller. En m'approchant, j'ai vu quelqu'un debout à la fenêtre de la maison. J'ai supposé que l'un d'eux essayait de voir qui arrivait. J'ai des aimants sur ma voiture qui portent tous l'inscription United States Postal Service, donc les gens savent qui je suis. Et je me suis dit qu'il les avait vus et qu'il serait plus à l'aise en sachant qu'un colis arrivait et pas un inconnu bizarre. Mais à mesure que je m'approchais, la silhouette à la fenêtre s'est déformée puis a complètement disparu. Je ne voulais pas sortir de la voiture. Je voulais juste rester et jeter le colis et le courrier par la fenêtre. Après avoir rassemblé mon courage, j'ai couru de la voiture jusqu'au panier et, alors que je retournais à ma voiture, j'ai entendu un rire fort et rauque. On aurait dit que c'était juste à côté de ma voiture, comme si quelqu'un se tenait à côté de moi. J'ai prié pour ne pas avoir à revenir de sitôt. 2 mois plus tard, j'ai dû y retourner avec 4 grosses boîtes pour eux. C'était une journée plutôt tranquille. Je livrais les colis très rapidement, donc j'étais content de ça. Ils sont à peu près au milieu de la tournée, donc c'est un peu comme un point à mi-chemin pour moi. Je suis allé à la maison et j'ai vu un grand taureau dans la cour. Je ne suis pas nerveux avec les animaux en général, mais un taureau n'est pas à prendre à la légère. Il se tenait à seulement quelques mètres de la clôture avec le panier, alors j'ai simplement attendu patiemment pour voir s'il allait bouger. Je ne voulais pas klaxonner, de peur que la bête en colère qui vivait là ne soit chez elle et ne sorte pour me crier dessus ou quelque chose comme ça. Je ne voulais pas le chasser, car je ne croyais pas que ça fonctionnerait. Tout à coup, ce taureau devient fou. Il pète complètement les plombs, se débat comme si quelqu'un était en train de le monter et s'approche dangereusement de ma voiture avant de s'enfuir vers la zone où se trouvaient les clôtures. Puis tout un chœur de meuglements a éclaté de cette zone, et c'était juste une cacophonie de bruit. J'ai attrapé les boîtes, je les ai amenées jusqu'à la clôture aussi vite que possible, car je ne savais pas ce qui avait effrayé le taureau, et je m'en fichais. Je voulais juste partir. Je n'ai rien vu cette fois, mais j'avais peur que le taureau revienne et détruise ma voiture ou même me transperce au passage. Le 4e incident, bien que troublant, n'est pas le pire. Je n'avais jamais eu un colis aussi petit qu'ils tiennent dans leur boîte. Honnêtement, j'ai failli me dire tant pis et le fourrer dans la boîte aux lettres. J'aurais dû, mais je ne voulais pas qu'ils appellent pour se plaindre. Ils ne s'étaient pas encore plaints de moi et je voulais surtout que ça reste ainsi, alors je me suis résigné à aller jusqu'à la maison avec le colis. Quand je suis arrivé, un seul poulet mort pendait de l'auvent au-dessus du porche. Bizarre, mais pas surprenant. Pas aussi surprenant que la vache géante déguisée suspendue au poteau de l'autre côté de la cour. Je ne l'ai pas remarqué avant de mettre le colis dans le panier. Elle était cachée par un arbre en arrivant sur place, et alors que je retournais à la voiture, la poule et la vache se sont toutes les deux mises à se balancer soudainement. Il n'y a pas de vent, et même s'il y en avait, l'une de ces choses est une vache. Je ne pense pas qu'une légère brise puisse la faire bouger. Elle se balançait d'avant en arrière presque en même temps, et j'ai juste dit non, puis je suis parti. Je n'allais pas rester pour la suite du spectacle. La dernière fois, c'était il y a 2 semaines. Ça faisait un bon moment que je n'y étais pas allé, et j'avais vainement espéré que je n'aurais pas à y retourner de sitôt. Mais bon, les vacances commencent. Tout le monde reçoit des choses. Je monte là-haut avec 3 boîtes et, pour la première fois, je vois une personne vivante, en chair et en os, à la fenêtre. Jim m'a dit que l'un des frères était en fauteuil roulant. C'était ce frère-là. Il était chauve, arborant un tatouage tribal inhabituel à l'emplacement de son ancienne ligne de cheveux. Il était assis à la fenêtre et me fixait. J'ai fait un signe de la main par politesse, mais il n'a pas répondu. C'était la première fois que l'un de nous voyait l'autre. Mais je ne savais pas ce que j'attendais de lui. Un sourire et un signe de la main ? Je sais très bien que ces types sont des connards. J'ai remarqué en posant le colis dans le panier qu'il ne me regardait pas, mais qu'il fixait quelque chose derrière moi. J'ai donc regardé et j'ai vu quelqu'un passer derrière l'un des poulaillers. J'ai regardé de nouveau le frère à la fenêtre,
et il m'a lancé un regard bougon du genre « Tu as vu ça, n'est-ce pas ?» Puis il a hoché la tête en direction du poulailler. J'ai juste hoché la tête lentement et suis retourné à la voiture. Il m'a regardé reculer, et alors que je retournais sur la route, je l'ai vu quitter la fenêtre et tirer le rideau. La dernière fois, c'était hier. Je passais un lundi typique de la période des fêtes. Une journée très chargée avec beaucoup de courriers et de colis. Et bien sûr, il devait avoir pas moins de 5 colis. J'arrive là-bas vers 16h et je suis déjà épuisé. À moitié terminé, ne finirai pas avant environ 19h. Il me faut bien 45 minutes pour retourner au bureau de poste et encore 10 minutes pour décharger et terminer ma journée. Je sais que je ne finirai pas la tournée avant environ 18h, donc j'essaie de me dépêcher, et aller jusqu'à cet endroit n'aide pas à finir à l'heure. J'arrive là-bas, descends, mets des boîtes dans le panier et les autres sous la barrière pour partir. Soudain, je sens une forte traction sur ma chemise qui me tire en arrière et je tombe sur les fesses dans la terre. Je me cogne la tête contre le bord de la remorque et je jure intérieurement avant de me relever. Je pensais que ma chemise s'était accrochée, mais en m'éloignant, une autre forte traction me fait retomber en arrière. Cette fois, je sais que je ne me suis accroché à rien, parce que j'étais à environ 60 cm de la clôture sur ma gauche, il n'y avait rien à ma droite et rien directement derrière moi. Je me relève en vitesse et j'essaie de courir. Alors que je tire fort, je sens une autre traction et j'entends à nouveau ce rire épouvantable. Je ne me suis pas retourné, je suis parti. Je parle encore à Jim de temps en temps. Quand je lui raconte ces incidents, il me dit « Ah oui, cet endroit est hanté encore plus que certains autres. » Je pense que, selon Jim, tout le trajet est maudit. Comme je l'ai dit, il y a d'autres endroits où il se passe des choses bizarres, mais ce sont ceux-là que je trouve les plus flippants. Après le petit incident d'hier à la maison de La Colline à des yeux, j'ai eu envie de partager ces histoires avec quelqu'un d'autre que mon mari. Quoi qu'il en soit, je suis sous contrat maintenant, donc si ça, c'est le meilleur des 7 derniers mois, je suis sûr que j'aurai bien plus d'histoires à raconter au cours des 10 prochaines années. Ce gars-là était chauffeur de camion en Australie, conduisant ces énormes trains routiers sur les longues routes de l'Outback. Ce sont vraiment des trajets très longs, et à l'époque, chaque chauffeur qui voulait livrer à temps dépassait ses heures maximales. Comme tu peux l'imaginer, tu deviens très fatigué et il était courant d'entendre les chauffeurs parler d'hallucinations. Donc ce gars-là est au milieu de son trajet, conduisant sur une route sombre et déserte. Quand il voit quelque chose de gros s'avancer sur la route, un éléphant. Un gros animal gris doté de grandes oreilles et d'une trompe. En plein cœur de l'outback australien, juste là où il fonce à toute allure. Maintenant bien réveillé, il fait une embardée pour éviter la collision. Il parvient à l'éviter, mais perd le contrôle du véhicule et sort de la route. Monsieur Trucker sort indemne et regarde en arrière. Rien sur la route. Mince alors, pense-t-il. Sacrée hallucination. Il vérifie son véhicule pour s'assurer que tout va bien, perdant beaucoup de temps avant de remonter et d'arriver à destination avec un léger retard. Il décharge ses affaires, charge une autre livraison et repart dans la direction d'où il était venu. Voici donc Monsieur Trucker qui roule à nouveau sur la même route, toujours fatigué, traversant l'Outback. Quand il le revoit. Pas encore ça, pense-t-il. Il ne veut plus perdre de temps, dit-il. Alors il se tortille sur son siège pour garder le pied sur l'accélérateur et il fonce droit sur un éléphant de 5 tonnes, tue l'éléphant, détruit le camion et ne rentre pas à temps pour regarder les voisins. Il s'avère que l'éléphant s'était échappé d'un cirque qui tournait dans la région à ce moment-là. Depuis ce jour-là, mon père, chauffeur routier, a toujours fait en sorte de faire une embardée, peu importe l'absurdité de la situation. Lors de ma première année à conduire un semi-remorque, j'étais plutôt naïf quant à ce qui se passe dans les relais routiers et les aires de repos, pour dire le moins. Ne pas connaître le monde qui m'entoure peut me faire découvrir des endroits vraiment affreux. Cela étant dit, j'ai pris une cargaison à destination de New York City en direction de Savannah. Avec les heures qu'il me restait, j'avais prévu de m'arrêter pour ma pause à Jessup.
Je suis arrivé alors que le soleil était encore levé, vers 18h30, et je ne me suis pas trop soucié de mon environnement, alors je suis allé à l'intérieur pour manger. Après avoir mangé, je suis ressorti et j'ai littéralement vu 60 femmes errer partout. Je devais deviner qu'elles devaient avoir entre 18 et 75 ans, bon m'a fait sens. On m'a fait des avances au moins 15 fois sur le chemin du retour vers mon camion, et ça ne s'est pas arrêté là. Toute la nuit, j'ai eu beaucoup de prostituées de parking qui frappaient à la porte de mon camion. Le pire endroit pour une pause, je ne m'y suis plus jamais arrêté. Ces femmes semblaient avoir choisi la méthamphétamine comme mode de vie. Jessup MDTA est un endroit de tristesse et de désespoir. J'étais allé à la station-service avec un collègue pour faire le plein d'essence. Alors que j'étais en train d'entrer, cette femme aux longs cheveux roux emmêlés n'arrêtait pas de me fixer. J'ai même dit bonsoir madame, en entrant. En entrant, je me suis retourné et elle me fixait toujours. Alors j'ai vaqué à mes occupations, j'ai pris une boisson et je préparais un hot dog. Quand j'ai vu qu'elle me fixait encore, je me suis plus tourné vers mon collègue et je lui ai dit qu'elle était bizarre. Mon collègue a simplement répondu qu'elle admirait juste ma beauté, avec autant de sarcasme que possible. Il a ensuite remarqué qu'elle avait un comportement étrange envers moi. Et quand nous sommes partis, j'ai dit aux vendeurs qu'ils avaient un sacré cas sur les bras. Des prostituées sont toujours présentes sur ce parking. Et j'ai mentionné, oui, qu'elle était déjà partie avec des gens et qu'elle était là depuis 3 jours avant celui-ci. Bref, quand j'ai voulu faire demi-tour et partir, elle était collée contre la porte, la tenant fermée et me fixant du regard. J'ai fait un geste de la main pour qu'elle bouge et elle a reculé d'un pas. J'ai traversé la porte de sortie de gauche et j'ai couru jusqu'au camion. La nuit suivante, je ne l'avais pas vue avant le travail et je pensais qu'elle était partie, mais cette nuit-là, j'avais un paquet de clopes et un peu d'essence. Je suis entré et sorti sans la voir, jusqu'au moment de partir. Pendant que je rangeais la pompe à essence, j'ai senti que quelqu'un s'était approché derrière moi. C'était elle. J'ai simplement tourné lentement la tête en ouvrant la porte et elle a essayé de forcer l'entrée dans mon camion. Heureusement, un autre collègue se trouvait à la pompe à côté de la mienne et l'a repoussée, puis un policier est intervenu pour l'aider et l'a mise dans sa voiture de patrouille. Depuis, j'évite cet endroit. Je suis un grand gars. Je ne pouvais pas bouger d'un pouce à cause de la peur pure, et même en cachant Carrie, je ne pouvais pas avancer d'un centimètre. Cela s'est passé il y a environ 5 ans. Je vis dans une ville isolée, dans une région assez retirée du pays. Nous n'avons pas beaucoup de visiteurs, mais il y a des camions qui traversent la ville, car il n'y a pas de déviation. Cela ne nous gêne pas, c'est ainsi depuis toujours. Ils doivent toujours passer par la même route, où se trouve aussi notre principal magasin, Walmart, où nous faisons tous nos courses. Ce Walmart en particulier est plutôt petit. Bref, j'étais juste sorti de chez moi un jour, et j'allais rendre visite à un de mes voisins. Nous devions discuter d'une affaire urgente concernant la vente d'un terrain. Alors que je m'y rendais, je suis tombé sur mon amie à vélo. Elle me racontait sa journée, comment elle était en train de divorcer de son mari et tout ce qui allait avec. En gros, elle partageait les malheurs d'une femme de 50 ans qui a pratiquement tout perdu. Comme vous pouvez l'imaginer, ce n'était pas une conversation agréable, mais je m'égare. Nous parlions simplement entre nous et je commençais à me lasser de sa conversation. J'avais vraiment besoin d'aller voir mon amie, car elle m'attendait déjà. Alors je me suis excusé poliment et je lui ai dit que nous devrions nous retrouver autour d'un thé dans les prochains jours. Elle m'a adressé un petit sourire en signe d'amitié et d'invitation et m'a dit qu'elle passerait la semaine prochaine. J'ai accepté avec plaisir. Et elle a continué son chemin, poursuivant à vélo pour faire ce qu'elle avait à faire. Je suis donc allé chez mon ami, j'ai eu la conversation que je devais avoir, puis je faisais le chemin du retour. Veuillez noter que je marchais. Alors que je faisais le chemin du retour, j'ai levé les yeux vers la route et il y avait une colline.
Ce n'est pas une très grande colline, mais au sommet de la colline, c'est là que tous les véhicules ont tendance à ralentir, car la descente marque l'entrée dans la ville. Je regarde en haut de la colline et il y a la dame à qui je parlais plus tôt, qui descend sur son vélo. Je me demande si elle peut me voir et je réfléchis un instant à lui faire un signe de la main, mais je me rends compte qu'elle arrivera en bas très rapidement, comme il me restait encore un petit trajet jusqu'à chez moi. Et peut-être qu'on se dira simplement bonjour à ce moment-là, si jamais. Je poursuis distraitement ma marche et je passe devant un pub quand j'entends quelque chose. Un camion arrive de la colline. Il atteint le sommet et descend vers moi, puis le son que je n'oublierai jamais retentit. Je ne peux même pas commencer à le décrire, mais c'était juste un son de destruction totale. Cette dame à qui je venais de parler il y a même pas une heure était maintenant piétinée par les roues de ce gigantesque colosse. Elle est passée en dessous et en dessous. Son vélo a été écrasé, son corps a été détruit et il y avait du sang partout. C'était comme quelque chose sorti d'un film d'horreur. Maintenant, comme beaucoup d'entre vous s'y attendraient, le camion a ralenti. Mais vous auriez tort. Le camion n'a pas du tout ralenti. Dans ma tête, je n'étais pas sûr que le chauffeur du camion ait vu cette dame. Même s'il était en plein milieu de la journée et qu'elle portait même ses vestes réfléchissantes. Et maintenant, elle était déchirée et écrasée le long de la route. Une partie de moi essaie d'oublier cette prochaine partie, alors que le camion continuait simplement de rouler. Et aussi rapidement qu'il était entré dans notre petite ville, il s'est frayé un chemin hors de la ville et vers l'horizon. J'ai commencé à faire une crise de panique. J'étais complètement en train de paniquer. Cette dame à qui je venais tout juste de parler était maintenant morte, en morceaux le long de la route. Je me souviens avoir regardé son vélo en miettes, un vrai désastre par terre, avec les restes ensanglantés d'une main encore accrochée au guidon. Des passants sont venus, ont appelé le 911 et j'étais sous le choc. Pour faire court, le conducteur a été arrêté dans la ville suivante. Il y avait des morceaux de son corps et du sang éparpillé partout sur la route. Ils disent, d'après sa réaction, qu'il n'avait vraiment aucune idée de ce qu'il avait fait. C'est seulement lorsqu'il est sorti de son camion, quand la police le lui a demandé, qu'il a baissé les yeux et vu le carnage qu'il avait causé. Le sang, la chair, partout sur les roues. Il a aussi craqué. Il pleurait, il était perdu et inconsolable. Je ne lui en veux pas. J'aimerais que cette histoire ait une morale. Ce n'est pas comme si quelqu'un agissait mal. Peut-être que le chauffeur du camion, pendant cette fraction de seconde où il ralentissait, a distraitement oublié de regarder. Et j'ai complètement raté mon ami. Qui sait ? Je ne sais pas si je connaîtrai un jour la vérité. Ce que je sais, c'est qu'il a été déclaré non coupable. Je ne sais pas s'il a jamais reconduit, car je n'ai suivi l'affaire que de loin, à travers les bribes d'informations que mes autres amis me rapportaient. Mais j'ai quand même de la peine pour lui. Je ne sais pas s'il conduirait de nouveau après ça. Je sais que moi, je ne le ferai pas. Et bien sûr pour elle et sa famille et la perte qu'ils ont subie. Ce n'était pas facile. Tout ce que je demande à tous les routiers qui sont là dehors, s'il vous plaît, faites attention sur les routes. Ne dépassez jamais vos heures et conduisez de façon responsable. Je pense que c'est le minimum qu'on puisse demander. Cette histoire s'est déroulée à la fin de 2014. Je suis une femme originaire d'Australie, basée dans le sud-est du Queensland, et je conduisais des camions à cette époque. Je transportais des chevaux partout dans le Queensland, la Nouvelle-Galles du Sud et le Victoria. Pour vous donner un peu de contexte, à cette période de l'année, beaucoup de chevaux devaient aller dans la Hunter Valley, au centre de la Nouvelle-Galles du Sud, pour la saison de reproduction, et il y avait 2 routes principales que je prenais. La première route est la New England Highway, une route directe vers le sud jusqu'à la Hunter Valley, un peu moins de 700 km.
Elle a une bonne chaussée mais comporte beaucoup de collines, de chaînes de montagnes et de villes à traverser, ce qui rendait le trajet difficile pour les chevaux à cause des virages serrés et des changements constants de vitesse. L'autre route était un peu plus à l'ouest et environ 50 km plus longue que la New England, mais c'était celle que je préférais emprunter car elle était presque entièrement plate et il y avait 2 fois moins de villes où il fallait soit ralentir, ce qui facilitait le trajet pour les chevaux dans mon camion. Quand le bug est arrivé, je rentrais chez moi. Je roulais vers le nord sur la Western Road. Ça avait été une longue journée. Mais j'avais dormi quelques heures et pris une tasse de café au déjeuner. Il était environ 3 heures de l'après-midi et je venais juste de quitter la ville de Nibiri, à peu près à mi-chemin de mon voyage. Du côté nord de la ville, on passait au-dessus des voies en ferré. Il y a un grand pont et je me souviens d'avoir franchi les voies, puis d'avoir commencé à accélérer en direction du panneau de 100 km/h quand tout a commencé à scintiller et que j'ai entendu une légère sonnerie dans mes oreilles. Soudain, je me suis retrouvé dans un endroit complètement différent. Le soleil était maintenant bas à l'horizon, il y avait de petits terrains avec des maisons, des camions et de grands jardins de chaque côté de la route. J'étais en train d'accélérer quand j'ai repris mes esprits, mais j'ai rapidement ralenti et me suis arrêté sur le bord de la route. En le faisant, je me suis rendu compte que j'étais maintenant au nord d'une ville appelée Goondiwindi. J'avais prévu de m'arrêter là pour faire le plein du camion, prendre un autre café et dîner. Mais j'étais maintenant du côté nord, après l'ère de repos pour camion, et je ne me souvenais de rien du trajet entre Narrabee et ici. Voici quelques détails sur la route reliant les deux villes. Tout d'abord, il y a plus de 220 km ou 136 miles entre ces deux grandes villes. Il y a une demi-douzaine de petites villes, plutôt comme un groupe de maisons autour d'un pub, mais si vous clignez des yeux, vous les manquerez, et il fallait fort ralentir et les traverser avec précaution. Feux de circulation, ponts, ronds-points, virages, travaux routiers, et au milieu, il y a une ville plus grande. Et à l'époque, avant que la déviation ne soit construite. Il fallait passer par la rue principale qui avait quelques virages difficiles avec des ronds-points pourris. Il fallait faire très attention à tout ça, ce que je n'aurais pas dû oublier. Malgré ma panique, je devais faire le plein du camion. J'ai fait demi-tour prudemment et je me suis dirigé vers la station-service pour camions. J'ai fait le plein, garé le camion à l'écart, pris un café et une tourte à la viande, puis je suis resté un moment dans le salon des routiers pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. J'avais perdu près de 3 heures, et je ne pense pas m'être endormi ou avoir eu un moment d'absence ou quoi que ce soit de ce genre. C'était comme traverser un trou de verre au volant. Et que j'étais revenu sur la route. Je devais encore ramener les chevaux chez eux, donc je devais repartir. Le reste du trajet s'est bien passé, et il était très tard, presque tôt le matin, quand je me suis garé au dépôt et que je me suis jeté sur ma couchette pour dormir. Le matin, alors que je préparais le camion pour repartir, mon patron est venu me dire ce que j'avais pour mon prochain voyage. Après avoir fini de me parler de mes ramassages, elle m'a dit qu'elle avait regardé mes déplacements sur son ordinateur grâce au traceur système de positionnement global dans mon camion pour vérifier les horaires. Et vous l'aurez peut-être deviné, il n'avait rien enregistré. Entre Narrabee et Goondiwindi. On peut dire sans risque que j'ai pris l'autre route lors de mes prochains voyages. Je conduisais au beau milieu de la nuit. Je faisais un très long service et j'avoue que j'avais dépassé mes heures. J'avais un peu de retard car mon arrêt précédent avait pris plus de temps que prévu et j'avais eu quelques soucis dans une station-service parce que j'avais laissé mon portefeuille dans mon camion. Il m'a fallu un moment pour revenir en arrière, tout expliquer, payer et tout ça. Bref, ce que je veux dire, c'est que j'étais en retard. Et j'essayais d'arriver au point de dépôt aussi vite que possible. J'étais épuisé et je voulais vraiment dormir, mais j'ai continué en sachant que j'étais presque arrivé et que je serais bientôt récompensé par un doux sommeil. Les routes étaient désertes.
C'était une autoroute typique du désert, avec absolument rien autour de moi. La lune était haute dans le ciel, illuminant partiellement le magnifique paysage pendant que je conduisais dans l'obscurité, seul avec mes pensées. Il y a eu des moments où je me suis retrouvé à presque m'endormir. Alors je devais continuer à descendre cette boisson énergisante pour rester éveillé et balancer des morceaux de folie, comme on le fait. J'ai regardé mon horloge. À peine 1 heure restante, je savais que je pouvais y arriver. Mais je me suis dit que j'avais vraiment besoin d'une pause cigarette. Et honnêtement, 3 à 5 minutes auraient suffi. Alors je ralentis sur le côté de l'autoroute, je m'assure d'être en sécurité, je sors et j'allume ma cigarette. Je reste là, je fais le tour de mon camion en vérifiant distraitement pendant que je termine ma cigarette. Je regarde autour de moi. C'est magnifique. Il n'y a aucun bruit à part le vent qui me frôle doucement et je me sens complètement en paix pendant que je tire sur ma clope. Juste avant de remonter dans mon camion, je lève les yeux vers la lune et regarde au loin, profitant encore quelques instants de cette scène paisible. C'est à ce moment-là que je l'entends. J'entends quelqu'un, du moins je crois, au loin. On dirait des voix au loin. Est-ce une voiture avec les fenêtres baissées ? Je tends l'oreille, ça vient du désert, pas de la route. Je regarde dehors et vois des lumières qui scintillent au loin, elles semblent s'approcher. Je commence à flipper. Des lumières dans le désert, ce n'est jamais bon signe. Je retourne lentement dans mon camion et j'allume le moteur depuis ce point de vue plus élevé. Je regarde à nouveau, les lumières viennent certainement par ici. J'ai supposé que c'était des voitures, mais en les observant encore quelques instants, j'ai remarqué qu'elles ne pouvaient certainement pas en être. Le trajet était complètement anormal. Elles allaient dans tous les sens. Il ne semblait pas possible qu'un véhicule à moteur puisse tanguer autant. Malgré tout, il continuait d'avancer. J'estimais maintenant qu'il devait être à environ 1 mile. Et franchement, je n'avais aucune envie de voir ce qui se passerait à leur arrivée. J'ai démarré mon camion. Mais il ne voulait pas démarrer. C'était comme s'il était mort. J'ai essayé encore et encore, mais il ne voulait pas démarrer. Je commençais à flipper. Mon camion est-il tombé en panne au milieu de nulle part ? Non seulement j'allais rater ma livraison, mais ces lumières JP1 flippantes me faisaient vraiment peur. J'ai regardé autour de moi. Elles se rapprochaient un teint. Un sentiment croissant de panique et d'urgence m'a envahi alors que je continuais à tâtonner avec les clés, essayant encore et encore de démarrer ce truc. Rien. La peur m'a submergé. J'en étais arrivé au point d'accepter mon destin, que j'allais être emporté par une force surnaturelle. Les lumières, leur arrivée était imminente. Elles devenaient de plus en plus brillantes, et juste au moment où elles s'approchaient de la route, elles ont filé à toute vitesse et ont continué à travers le désert. J'ai tourné la tête et elles ont continué leur chemin. Ce n'était pas des voitures. Je ne sais même pas ce que c'était. Comme de la lumière pure, traversant le désert à des vitesses impossibles. Ils continuaient encore et encore. Et je les ai regardés pendant environ 2 minutes, reconnaissant qu'ils ne soient pas restés. J'ai essayé de tourner la clé une fois de plus et mon camion a démarré. J'aurais pu pleurer à ce moment-là, j'avais tellement peur. Je n'ai pas perdu de temps à rouler bien au-dessus de la limite de vitesse et à arriver à destination à l'heure. Je ne sais pas ce que c'était, mais la peur et l'adrénaline m'ont donné le coup de fouet nécessaire. Et je n'ai pas eu besoin de boire du Monster pendant tout le trajet retour. J'ai toujours été un peu solitaire, c'est pourquoi l'idée d'être coincé seul dans un camion m'a vraiment séduit quand j'ai choisi ma carrière. J'ai vraiment aimé être routier et je le suis depuis 40 ans. Il y a une histoire qui me revient toujours en tête. Et c'est l'histoire de Sally maintenant. Sur mes itinéraires de camion, je rencontrais souvent des prostituées de parking. Ces femmes dégoûtantes qui n'attendaient que de vous piéger.
C'est dans un de ces endroits, alors que je dînais, que j'ai rencontré Sally. Je suis sûr qu'elle était une fille de joie, et quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, elle m'a aussi proposé ses services, mais je lui ai dit de s'asseoir et de simplement discuter un moment avec moi, si ça ne la dérangeait pas de tenir compagnie à un vieux monsieur. Elle a accepté et nous avons dîné ensemble. Nous avons eu une conversation polie et nous avons simplement parlé de nos vies respectives, d'où nous venions, ce qui nous motivait, pourquoi nous en étions là aujourd'hui. Honnêtement, j'étais juste seul et j'ai apprécié d'avoir de la compagnie et d'écouter l'histoire tragique de sa vie. Je lui ai donné 50 $. À la fin du repas, j'ai dit que j'avais passé un bon moment, je lui ai glissé un billet de 50 pour son temps, et je suis parti. C'est devenu une habitude. Chaque fois que je passais devant, j'entrais toujours, je dînais, et si Sally était là, je l'invitais aussi. T'en fais pas, je ne la payais plus. Mais nous sommes devenus de très bons amis. Et elle me racontait toutes les nouvelles et les potins du coin. Qui était venu, qui était parti, toutes les nouvelles intéressantes, et vraiment nous avons développé une amitié très forte. Maintenant, malgré son choix de profession, elle m'a dit qu'elle avait un petit ami qui vivait dans cette ville. Mais elle ne m'a jamais dit son nom, juste qu'il acceptait son choix de carrière, même si ce n'était pas toujours le cas, et qu'il pouvait devenir violent. J'ai pris mes distances par rapport à ça. Je ne voulais pas m'impliquer avec son petit ami ou quoi que ce soit. Je voulais juste avoir une conversation polie quand j'étais là. Un jour pourtant, elle a arrêté de venir. Au bout d'environ 2 mois, j'ai finalement demandé à quelqu'un d'autre s'il avait vu Sally dans les parages. Ça a pris un moment, mais l'une des autres dames a dit qu'elle avait disparu et que personne ne l'avait vue depuis un bon moment maintenant. Voilà, c'était tout. Mes conversations avec Sally se sont éteintes, mais chaque fois que je passais en voiture et que je m'arrêtais, j'espérais que Sally franchirait la porte pour qu'on puisse discuter et rattraper le temps comme avant. Mais cela n'est jamais arrivé. J'étais assis dans ce même dîner, en train de manger et de regarder les infos à la télé. Quand ils ont annoncé qu'ils avaient retrouvé les restes d'une femme au fond d'un ravin. Mon cœur est tombé dans mon estomac. Je savais qui c'était, je n'avais pas besoin de confirmation. Dans les semaines qui ont suivi, ont-ils comparé son acide désoxyribonucléique ? C'était bien Sally. Elle avait été étranglée, poignardée et jetée à terre, laissée pour morte ce qu'elle a été. C'était son petit ami, le petit ami avec des tendances violentes. J'ai découvert son visage pour la première fois sur sa photo d'identité judiciaire aux informations. Comment peut-on être aussi cruel ? Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je suppose que je n'ai pas assez suivi l'affaire. J'espère quand même qu'il a eu ce qu'il méritait. Je ne suis pas routier, mais je suis sorti avec une fille qui l'était. Elle faisait des trajets courts, mais devait parfois transporter des cargaisons jusqu'à un entrepôt hors de l'État. Quand elle le faisait, j'accompagnais généralement. Nous nous sommes arrêtés dans cette aire de repos délabré, à la frontière entre le Nouveau-Mexique et le Texas pour faire le plein. Une fois ravitaillés, nous sommes entrés pour voir si nous pouvions trouver quelque chose à manger. L'intérieur de cet endroit ressemblait à quelque chose sorti de Fallout, avec des étagères presque vides et quelques conserves couvertes de poussière. Et de vieilles boîtes de bric-à-brac. Les lumières clignotaient et faisaient ce bruit de cliquetis. Pas une âme à l'horizon. Nous avons pris quelques paquets de chips et attendu près de la caisse. Après avoir fait un peu de bruit et attendu peut-être 5 minutes, nous avons remis les affaires en place et sommes sortis. Autour de son camion, il y avait une dizaine de types qui avaient un l'air vraiment effrayant. En me rappelant que j'avais laissé mon arme dans le camion, j'ai eu l'estomac noué. Un motard est alors arrivé et a parlé pendant 1 minute aux 2 types près de l'arrière du camion, puis il a fait ce geste de trancher la gorge. Ma copine tremble et est sur le point de pleurer.
Je crois bien que je me suis déjà fait dessus. Le motard lève les mains et dit à tout le monde de bouger. Puis il s'approche de nous. Il nous dit alors poliment que quelqu'un lui avait volé une remorque dans le nord et qu'il la cherchait. Ce n'était pas celle-là, alors il s'est excusé pour tout ce remue-ménage. Il plonge la main dans sa poche, prend quelque chose, me le met dans la main et me dit qu'il est désolé pour le dérangement. Alors qu'il s'éloigne, je regarde dans ma main. C'était un sachet d'herbe. On est sorti de là assez vite. De la bonne herbe qu'on voulait retrouver sur le chemin du retour pour en avoir plus, plaisantions-nous. Mon grand-père était un policier d'État et aussi détective spécialisé dans les accidents. J'ai 2 histoires intéressantes de camions venant de lui. Il y avait un groupe d'étudiants qui conduisait-on quelque part pour les vacances de printemps et, étant distraits d'une manière ou d'une autre, ils ont percuté un semi-remorque. Il a dit que lorsqu'il est arrivé, 3 d'entre eux étaient bantantes sortis de la voiture et l'un d'eux était assis à l'arrière, derrière le passager. Le toit de la voiture avait été pratiquement arraché, avec la plupart des dégâts du côté passager de la voiture. L'épaule du passager était abîmée à cause de l'accident et tout le monde sanglotait. Quand mon grand-père a demandé des informations sur la 4e personne, personne ne coopérait vraiment. Mon grand-père s'est approché de la voiture pour voir si le 4e homme avait besoin d'aide. Et il a dit que, vu de derrière et sur la gauche, il avait l'air d'aller bien. Mais quand il est arrivé à l'avant, tout le côté droit de la tête de cet homme était complètement détruit. 2. Quand j'étais plus jeune, j'aidais mon grand-père à déplacer ses vieux classeurs de police. Et je fouillais dans ses vieilles photos et dossiers quand je suis tombé sur une photo d'un homme clairement mort, allongé sur la route. C'était assez horrible. J'ai demandé à propos de la photo et il m'a dit que le routier s'était endormi et était tombé de son camion. Et s'est écrasé lui-même, se coupant en 2. C'était en plein hiver, alors il a gelé au sol. Mon grand-père a dit qu'ils avaient pratiquement dû le gratter du sol. Je ne suis pas un routier, mais j'ai entendu une histoire folle d'un pote à moi quand on était vraiment jeune. Il y a une grande aire de repos pour camions dans la ville où on habite, et on passait notre permis de conduire, donc on devait faire de la conduite sur route avec un moniteur. La ville est assez petite pour que les moniteurs connaissent pas mal de flics du coin, et quand mon pote est passé devant l'aire de repos, ils ont remarqué plein de voitures de police et de véhicules de secours. Ils se sont arrêtés pour dire bonjour aux policiers, et l'un d'eux a informé le moniteur d'auto-école qu'un chauffeur s'était saoulé. Puis, il a demandé s'il pouvait nous montrer aux jeunes ce qui arrive aux gens qui boivent de près de machines lourdes. Il m'a raconté qu'un chauffeur s'était complètement défoncé à l'alcool et s'était évanoui derrière un semi-remorque. Et quand le chauffeur a reculé le matin, il a écrasé la tête du conducteur ivre comme une pastèque. Et il n'a eu aucune idée de tout ce qui s'était passé jusqu'à ce qu'il soit assez loin de sa place pour voir ce qu'il avait fait. C'est fou. En 2003, mon fils et moi avons fait un long voyage vers l'ouest pour voir des parcs nationaux et des attractions touristiques. Nous avons parcouru 6000 800 miles en 19 jours. Nous roulions vers le nord en direction du Grand Canyon lorsqu'une ambulance nous a dépassés, gyrophares et sirènes à fond. Quelques kilomètres plus loin, nous voyons un champ de débris sur le bord de la route qui se termine par un minivan sans porte, à une trentaine de mètres de la route. Leurs sièges sont clairement visibles à l'intérieur et intacts. Sur la route, il y a le corps d'une femme bien habillée avec un tissu sur le visage. L'ambulance est là avec quelques voitures qui se sont arrêtées. Et tout le monde était là, debout autour, l'air mal à l'aise. De toute évidence, la femme a fait des tonneaux avec sa camionnette et a été éjectée. Évidemment, pas de ceinture de sécurité. Ceci, c'était à 8h30 du matin, par temps clair et avec presque aucune circulation sur la route. Je me suis souvent demandé ce qu'elle faisait. Elle se maquillait, elle parlait au téléphone.
Changer la radio, mettre un CD, peu importe ce que c'était, ça l'a fait avoir un accident. Beaucoup des débris ressemblaient à du matériel de marketing, des brochures, des présentoirs, des choses comme ça. Où allait-elle faire une présentation? Tout s'est terminé soudainement sur le bord de la route. Attachez vos ceintures, les gens. Ma mère, stricte et sérieuse, était conductrice de bus pour un lycée difficile du centre-ville et j'ai dû faire le trajet avec elle après un rendez-vous chez le médecin un jour. J'ai plus d'histoire que celle-ci. Deux garçons de 17 ou 18 ans ont commencé à se battre au fond du bus et ont sorti des couteaux, et j'ai juste secoué la tête. Je savais ce qui allait se passer. Elle s'est arrêtée, a marché jusqu'au fond, a attrapé ces gamins et les a jetés hors du bus sans même cligner des yeux. Les couteaux ont été confisqués par ma mère et les autorités ont été contactées. Au moins, la plupart des chauffeurs de camions ne peuvent pas riposter. Elle m'a beaucoup appris sur le respect des poids lourds, des bus et des véhicules sur la route lorsque j'apprenais à conduire. Laisse-leur de l'espace, respecte leurs angles morts. Ces poids lourds ont besoin d'espace. Donc si tu en vois un essayer de tourner, laisse-lui un peu de marge de manœuvre. Et ne t'arrête pas juste à la ligne. Sache aussi que certains conduisent une boîte manuelle. Je ne la remercierai jamais assez. Tout le monde, mettez votre foutue ceinture. Il y a quelques années, j'ai vu un accident sur le I-240 à Memphis. Mon père était sur le siège passager et nous étions sur les voies Tichantuvo en direction du nord. Dans la voie en direction du sud, il y avait une Ford F-150 blanche plaquée contre le conducteur avec environ 6 voitures de police derrière elle. La Ford était complètement détruite. En nous approchant de l'accident, j'ai remarqué un corps pendant à la fenêtre du conducteur, recouvert d'une couverture. Les bras dépassèrent dessous la couverture et du sang était étalé le long du côté du camion blanc. C'était une scène misérable. Mon père tripotait son téléphone à ce moment-là, et il a remarqué que je ralentissais légèrement en passant devant cette épave. Et il a commencé à lever les yeux. J'ai dit à mon père de ne pas regarder. Mais c'était trop tard. Il a vu le corps et le sang. Et nous avons conduit en silence tout le chemin du retour. C'était une expérience sombre. Aucun de nous n'en a reparlé. Mettez votre ceinture de sécurité, les gens... Il y a environ 20 ans, je descendais vers Snowshoe sur l'I-80 en Pennsylvanie. Un camion plateau m'a dépassé. Et après qu'il ait pris environ un quart de mile d'avance sur moi, les feux de freinage se sont allumés et il a commencé à zigzaguer partout, pour finir dans le terre-plein central, debout mais en portefeuille du côté conducteur. Il s'est avéré qu'il avait percuté un ours qui a traversé le pare-brise. L'ours a survécu et il est passé en mode attaque. Moi et 2 autres conducteurs sommes arrivés à temps pour voir cet ours s'agiter à l'intérieur de la cabine en attaquant ce gars. Derrière nous se trouvait un policier d'État. Il a couru jusqu'au coffre, a ouvert la porte passager d'un coup sec et a tiré 2 fois sur l'ours. L'ours s'est retourné et a commencé à aller vers lui. Et il a vidé son chargeur sur lui. Le gars était déchiqueté. Et non, il n'a pas survécu. Cette histoire vient de mon frère. Il était une fois à une aire de repos et il a vu une femme d'âge moyen dans une Jeep rose avec 4 ou 5 petits chiens qu'elle promenait. Il a continué sa routine, est monté dans son camion et est retourné sur l'autoroute. Quelques minutes plus tard sur la route, la femme et ses chiens le dépassent à toute vitesse. Puis soudain elle tourne brusquement à gauche, frappe le terre-plein central et fait des tonneaux. Il arrête le camion et court pour aller voir comment elle va. Il y a des chiens morts, éparpillés partout. Elle est allongée dans un fossé rempli d'eau, la tête juste au-dessus. Elle n'arrêtait pas de lui demander sans cesse si ses chiens allaient bien. Il n'allait pas bien, elle non plus n'allait pas bien car elle ne pouvait pas se relever.
Mon père est chauffeur de camion et il m'a appelé très bouleversé un matin, il y a environ 7 ans. Il m'a dit qu'une fille de mon âge, puisque j'avais 16 ans, frappait à sa fenêtre à 5h10 du matin, pieds nus et manifestement défoncée. Elle avait peu ou pas de dents et il semblait qu'elle ne s'était pas lavée depuis des semaines. Elle suppliait mon père de la laisser lui rendre des services sexuels, en échange de 10 $. Ça l'a tellement bouleversé qu'il lui a acheté un chocolat chaud et un sandwich, lui a donné sa couverture de son camion et 50 $, et il espérait vraiment qu'elle ne l'utiliserait pas pour acheter de la drogue. Il a dû penser à moi en la voyant. Je ne sais pas. Ça l'a vraiment bouleversé. Je ne suis pas chauffeur routier, mais je travaille pour une très grande entreprise de transport de fret less than truckload. Un jour en particulier, il y a quelques mois, nous avions un tri léger dans notre station, environ 15 000 colis, quand nous avons reçu un email du hub disant qu'une remorque allait être en retard. Super. Donc nous avons commencé à nous préparer pour cette remorque en retard, puis environ 1 heure plus tard, nous avons reçu un autre email disant que la remorque n'arriverait pas car il y avait eu un accident. Nous avons pensé que l'autoroute était fermée et que la remorque n'arriverait pas de sitôt. Il s'est avéré que le camion devant celui qui tirait notre remorque avait un tambour de frein desserré. Il est tombé, a rebondi sur le sol et a traversé la vitre, tuant notre chauffeur. Sur le coup. Je conduisais vers le nord dans l'Utah en direction de Brigham pour livrer une cargaison. Je dépasse Ogden et il se met à pleuvoir à verse, comme lors d'un orage texan. Il se trouve aussi qu'il était 20h et qu'il faisait nuit noire dehors. Je suis passé par hasard près d'un accident où un homme était suspendu à la fenêtre côté conducteur d'un Tacoma des années 90, à peine recouvert d'un drap blanc et couvert de sang. Sa tête n'était attachée à son corps qu'à moitié. Les pneus du camion étaient complètement lisses, et vu le poteau autour duquel le camion était enroulé, il était évident de ce qui s'était passé. Attachez vos ceintures, les gens, et soyez prudents. Je ne veux pas voir une autre semi-décapitation. Mon grand-père était routier et il disait que dans les années 60, c'était vraiment le Far West sur les routes. Un autre camion lui avait cherché des noises, l'avait presque poussé hors de la route et tout ça. Eh bien, comme c'était à l'époque, il a sorti son vieux 45 et a tiré quelques coups dans la remorque pour se venger. Ça a marché, mais il a fini en prison, puis il a été libéré sous caution et il a quitté cette ville. Il a été routier toute sa vie et il a plein d'autres histoires, mais celle-là m'a le plus marqué. Ce n'est pas moi, mais le mari de l'ami de ma mère était chauffeur routier et il était sur l'autoroute une nuit. Il roulait tranquillement et a vu des voitures arrêtées sur le bord de la route. Mais il n'y a pas trop prêté attention car c'est assez courant. Eh bien, la portière s'est ouverte et un gars a sauté devant son camion et s'est suicidé. L'ami de ma mère a fini par perdre son travail à cause de ce type et ça l'a vraiment bouleversé. Donc, si vous voyez une voiture arrêtée sur le côté, décalez-vous dès que possible sur la voie la plus éloignée. Non seulement pour la sécurité des autres, mais aussi pour la vôtre. Un chauffeur de camion a délibérément percuté l'oncle de mon meilleur ami alors qu'il était à moto. Le chauffeur de camion lui a vidé les poches, a pris sa carte d'identité et ses plaques, puis l'a laissé pour mort sur la route. Même s'il était mutilé au point d'être méconnaissable, il était inconscient et a supplié le chauffeur de camion de laisser une pièce d'identité pour que sa famille ne se demande pas ce qui s'était passé. Le chauffeur de camion a ri et est reparti. D'une manière ou d'une autre, il a survécu, mais il était resté paralysé du cou vers le bas. Étrangement, le père de mon ami est aussi chauffeur de camion. Le monde a été tellement cruel envers cette famille. Je livrais des journaux le matin quand je suis arrivé dans une rue qui était bloquée par la police.
Ils m'ont informé qu'un total de 0,7 miles de route était fermé à cause d'un accident. J'ai appris plus tard qu'au milieu de la nuit, une étudiante faisait du vélo sans aucune lumière allumée. Et un chauffeur de camion ne l'a pas vue. Il ne s'est pas non plus rendu compte quand il lui a roulé dessus et il a fini par traîner son corps jusqu'à l'endroit où il allait. La police avait bloqué 1,1 km de route parce qu'elle était jonchée de morceaux de corps. Quelques motos de rue nous ont dépassés à toute vitesse. Quelques kilomètres plus loin, sur une autoroute de raccordement, nous avons vu des centaines de gyrophares, sans pouvoir déterminer s'il s'agissait d'un accident, de travaux ou autre. Étant nouveau, mon père m'a demandé de m'arrêter sur le côté pour échanger nos places. Je suis sorti et j'ai vu la moitié inférieure d'une jambe humaine. Toujours dans sa chaussure, par terre à nos côtés. Plus haut sur la route, l'un des motards était tombé et s'était fait écraser par un pick-up. Vraiment horrible. Les parents de la copine de mon pote possèdent une entreprise de transport routier et l'un de leurs chauffeurs n'est jamais arrivé à son arrêt. Et ils n'arrivaient soit pas à le joindre sur son téléphone, alors ils ont vérifié le traceur et le camion, et il était dans une aire de repos en Californie. Ils ont appelé la police qui est allée voir sur place. Il s'était fait voler et tirer dessus pendant qu'il était égaré pour la nuit. Le pire, c'est que c'était son avant-dernier trajet avant de prendre sa retraite. Les propriétaires de l'entreprise le connaissaient bien et se sentaient terribles parce qu'ils ne voulaient pas de ce travail, mais ils le lui ont donné quand même.